question comme ça. Est-ce que tu as hâte de maîtriser The Veil? Oui, énormément. Oui. Ça va être surtout que c'est un projet qui va être super intéressant parce que c'est un projet où je vais maîtriser avec en one-on-one. Donc, par exemple, Marc, on va avoir une partie juste nous deux. Et puis, je vais Oui. avoir une autre partie juste avec Radburger. Puis, je vais avoir une partie juste avec Azubal. Puis, sauf que toutes ces parties-là vont vivre à l'intérieur d'un même écosystème, à l'intérieur euh, un même arc narratif, dans un même univers. Puis ça va être un peu comme des espèces de. C'est des espèces de plein de petits one-shots qui vont fitter dans le même univers pour raconter une grande histoire. Puis ça, c'est un projet qui m'intéresse énormément, mais c'est une question de temps et de charge mentale aussi parce que. J'ai une euh, question reliée justement par mhm. rapport à cette partie-là. Est-ce que tu... Est-ce que tu... Est-ce que t'aimerais ou que tu... euh, est-ce que tu planifies réunir ces personnages-là dans The Veil, un moment donné? Ou vraiment, si tu dis comme, non, moi je veux que ça soit juste des one-on-one. Je, je pense que j'ai le goût d'explorer. Après, si naturellement on se rend compte que l'histoire nous amène à relier deux personnages ensemble, je pense pas que je ferais une partie. Je vais pas travailler pour arriver à une dernière épisode ou une dernière session où les 4 ou les 5 personnes qui sont dans le truc vont se retrouver ensemble. Je pense qu'on va le faire plutôt. Je suis plus intéressé de raconter l'histoire d'un personnage à la fois dans un même univers. Qui fit énormément avec le mode cyberpunk parce que on se rappelle que souvent le cyberpunk euh, c'est un truc où on a beaucoup des anthologies, c'est beaucoup des courtes nouvelles qui sont reliées avec le cyberpunk, à part les quelques grands romans comme Neuromancer de William Gibson. Ouf, j'ai failli skipper sur le grand-papa du cyberpunk. Euh, un des grands-papas du cyberpunk, en fait. Ouais, fait que c'est d'aller raconter un peu ce genre d'histoire-là en courte nouvelle. On peut prendre comme exemple, je ne sais pas si tu l'as vu, Marc, une série qui est tout à fait récente sur Netflix. En fait, 2 séries qui sont tout à fait récentes sur Netflix, Black Mirror. Et l'autre série, c'est Love, Death and Robots, qui est une Je n'ai pas série vu la animée. deuxième. Black Mirror, je l'ai vu jusqu'à... j'oublie tout le temps le nom de ce maudit San Junipero. San Junipero. Jusque-là, puis après ça, j'ai fait comme I gotta take a break. Mhm. Pourtant, c'est un bel épisode, super bien mélancolique. Euh, mais Moi, ouais, c'est un épisode qui m'a marqué. ouais, Fait puis, ben, oui, je peux comprendre que. Mais Black Mirror, va falloir que je le. mhm. Ouais. Euh, Fait que ouais, fait que c'est ce genre de truc-là que je veux faire avec cette partie-là qui est sur mon radar. Puis, sais-tu qui serait intéressé par par The Veil, Mhm. justement parce que tu veux le faire en one-on-one? Non, dis-moi. Evelyne. Euh, je- oui, je m'en doutais un peu. Mais justement, oui, Oui. je vais lui en parler, c'est sûr. Euh, c'est sûr qu'on va regarder ça. Mais moi, je suis vraiment intéressé de faire ça. C'est quelque chose que j'avais exploré il y a vraiment, vraiment longtemps, de faire du jeu de rôle en one-on-one, en fait, un petit groupe. En fait, même, j'avais commencé un petit groupe avec 2 joueurs, mais là, je trouve ça vraiment intéressant de vraiment s'asseoir avec juste une autre personne puis de prendre le temps de jaser comme on le fait ce soir, en fait, mais de Oui. vraiment d'aller bâtir du jeu de rôle ensemble à deux. Je trouve ça super intéressant comme prémisse. Il faudrait Question numéro Oui, 36. oui, Oui, il 36. faudrait que. Qu'on les finisse. Ben oui, 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 en effet. Est-ce que tu as déjà eu un fou rire dans une de tes parties de jeu de rôle, dans ton immense euh, Ouais, c'est ça. dans ton Euh, immense catalogue de parties de jeu de rôle ou de sessions dans ta vie? ben, dans les plus récentes, malgré que ça commence à faire un certain temps,
pense que, sans nécessairement que ce soit un fou rire, je pense qu'on avait eu énormément de plaisir avec certains personnages dans Legend of the Elements qu'on a joué ensemble encore. Je sors toutes des games qu'on a joué ensemble parce que tu es là puis tu me jases, fait que c'est celles qui me reviennent. Mais tu sais, de jouer les personnages comme le personnage de ton page qui savait pas trop quoi faire. Comment est-ce que je peux vous aider, madame? Je pense qu'on a bien ri avec ce genre de personnage, ce genre de caractéristiques de personnage. Aussi avec la partie de Malvo de Christophe, avec Baldo. De Milvaux. De Milvaux. Milvaux, oui. On Avec, salue Thomas Munier, d'ailleurs, oui, qui a créé l'univers. Mais tu sais, ouais, avec Baldo et tout ça, je pense qu'il y a certains moments où c'était. Pourtant, c'est une game qui est très, très lourde émotionnellement. Mon Dieu, et on est très dans l'horreur ici, mais mon Dieu, qu'on a eu des moments où c'était plutôt rigolo. Entre autres, avec notre amie Karine, les trois ensemble. Cette session-là, la session où on était les trois ensemble, je pense qu'elle était particulièrement juteuse. Elle va te rester comme une de tes préférées à vie, vraiment. je pense. Oui. Vraiment, Okay. il s'est passé quelque chose, on a comme tout a cliqué, puis ça restera une session magique pour moi. Pour la prochaine question, moi, je te suggère qu'on retourne à Bruno. Je pense qu'on a besoin de Bruno dans nos vies. Puis celle-là, allons-y. On va écouter Bruno, je pense. Ouais, donne-moi un instant. On va faire des petits trucs techniques. Piou! On est laquelle? On est rendu à... Numéro 37. Comment créez-vous votre partie de jeu de rôle? Ah, il fait clair dans cette vidéo-là. Oui, c'est ça. C'est le plié-tête. Wow! Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour le RPG Week numéro 37. La question d'aujourd'hui provient de mon bro, mon frérot. C'était quand même une question, tu sais, surtout que c'est lui, il m'a appris les jeux de rôle, mais je pense qu'il en joue plus. Il a recommencé à jouer à Magic, en vrai, là, avec des vraies Magic, cartes c'est le mal. tangibles et tout. Mais en tout cas, j'ai pas d'opinion là-dessus. J'ai arrêté de jouer à Magic. J'avais des Unglued à l'époque, là, c'était des cartes... Pourquoi je suis pas surpris que Bruno avait des Unglued? C'est plus une joke, là, mais c'est pas grave. Là, il y a la question d'aujourd'hui, c'est ça. Ça s'adresse aux maîtres de jeu. En cours de route, je vais peut-être avoir une question pour les joueurs, disons, c'est du monde. Mais la majorité des personnes que je connais qui sont joueurs, ils sont maîtres de jeu d'une façon ou d'une autre. Alors, ça va bien là-dessus. La question va comme suit. Comment préparez-vous votre partie de jeu de rôle? Oui, c'est une question simple. Tu sais, il y a une méthode, il y a du monde qui vont littéralement go, moi j'improvise. Moi, personnellement, par le passé, ça m'a un peu bloqué de trop préparer. Fait que je suis revenu à ma base, c'est-à-dire me faire un tableau. Les noms des joueurs, la quête principale, puis chacun des joueurs, il y a un événement qui est relié à eux. C'est aussi simple que ça. Disons... On va vous laisser voir la fin de la vidéo parce qu'on veut y répondre. Mais oui, c'est un excellent truc, Bruno. Bon truc. Je vous invite à voir le reste de la vidéo sur la chaîne Atomic Fusion sur YouTube. Oui. Fait, comment préparer mes parties de jeux de rôle? Oui, comment tu prépares tes parties de jeux de rôle, toi? C'est un truc que j'ai découvert avec Dungeon World, évidemment. Moi qui est le gourou de Dungeon World québécois, ça a l'air que je suis rendu la personne qu'il faut parler. Oh mon Dieu, ça y est, sa tête, elle passe plus dans le cadre de pas. Le gourou. Attention. Non, mais en fait, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment génial, que j'ai découvert sur les internets, c'est de se faire des impressions. Fait que ce que je vais faire, c'est que quand je vais penser à une partie, je vais faire un petit daydream sur la partie. Je vais me dire, quelle image je vois dans ma tête quand je suis dans ce mood de
Ben, tu sais, regarde, mettons, on peut parler de Veil. Mettons, on va reparler de, tu sais, vu que c'est un des trucs les plus récents Allons-y. que j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait un peu de prep. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai premièrement trouvé la prémisse principale du truc. Je savais que je voulais raconter quelque chose de cyberpunk. Je me suis mis, il y a des trucs, dans The Veil, il y a des incontournables, il y a des jalons que tu peux pas jouer contre ça. Là, je me suis dit, comment je peux placer ça dans un monde réel? Fait que là, j'ai eu comme ce flash que mon jeu de Devel va se passer dans une Chine qui n'est plus communiste, mais qui est un des premiers gouvernements qui décide d'être open source, qui rouvre toutes ses portes sur toute l'information sur tout le monde, qui retient, tu sais, on sait, on en entend parler souvent que peut-être que la Chine elle espionne beaucoup ses citoyens et tout ça, qui a décidé que toute son information était ouverte et était open source. Et que ça l'avait propulsé dans le 22e siècle. On est rendu, je ne sais plus dans lequel. T'sais, on dit 21e siècle, mais on est comme pas mal dedans. Ça s'est propulsé dans le futur, 20 minutes dans le futur. Puis à partir de cette prémisse-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que. Je vais aller regarder des images de quoi ça a l'air, Hong Kong, Taïwan, tout ça. Puis ces images-là vont m'inspirer des endroits que j'ai le goût des événements. Puis là, après ça, je me fais une liste. Je me fais une liste de j'aimerais ça avoir une scène dans un marché, dans un food market avec des étuis de téléphone cheap, puis des trucs électroniques de pacotille. J'aimerais ça avoir une scène sous la pluie, sous les lanternes, mettons. Une scène avec, mettons, des lanternes sur un cours d'eau. Ça, c'est juste des impressions, tu sais, ou une scène de fusillade dans un bar de geisha, mettons, tu sais. Puis que là, je me mets comme une liste de choses que j'aimerais d'inspiration des fois, ça peut être juste comme super, super poétique, ou des fois, c'est des choses super concrètes. C'est des scènes très concrètes. C'est des événements où je voudrais qu'une scène se passe. Puis tout ça. Puis je me garde cette liste-là de côté. Puis on commence à jouer. Puis là, on improvise. Puis tout ça, puis à un moment donné, quand j'ai peut-être moins le flow est peut-être moins là, c'est là que je vais me tourner vers ma liste d'impressions et de scènes que je pourrais incorporer puis que je pourrais bâtir organiquement comme ça. Maintenant, je sais que c'est, comme par exemple dans les PBTA, on joue souvent pour voir où le jeu va nous amener. Mm-hmm. Tandis que, d'un autre côté, traditionnel, D&D, comme Mm-hmm. on aurait dû jouer ce soir, mais c'est Oui. pas arrivé. Because reasons, because life happens. Ben oui, parce que la vie. Est-ce que cette façon d'appliquer, cette façon de créer ta partie, est-ce que tu l'appliques autant dans le PBTA que dans le jeu traditionnel? Dans le jeu vinaigré. Oui. Oui, aussi. J'ai commencé à le faire, en fait. C'est sûr que je vais peut-être plus travailler des scènes. C'est sûr. En fait, après, dans le jeu traditionnel, comme là, on joue à D&D, c'est super simple parce que on joue sur un scénario préétabli. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que en fait, j'ai 2 sources pour ma préparation pour le scénario. Je vais lire les 3-4 pièces autour de où est-ce qu'on est. On est en dungeon crawling encore. Là, c'est encore plus simple parce que j'ai déjà plein de matériel, puis je sais physiquement où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous allez possiblement aller, puis les options sont limitées quand même, même si je vous laisse toutes les options du monde de faire ce que vous voulez, que je ne vous contrains pas dans ces options-là, mais tu sais, les trucs rapides, c'est facile, une demi-heure, 1 heure, 2 heures avant la partie, de regarder c'est quoi les options, puis faire c'est quoi les prochaines affaires qui sont possibles qui vont arriver, puis me préparer avec ça. Puis de l'autre côté, non, je suis en train d'oublier mon autre idée. En PBTA? En fait, c'est ça. Fait que même dans le traditionnel, c'est ça. Fait que qu'on travaille avec des choses qui existent déjà. Ah oui, c'est ça. Puis l'autre chose que j'ai faite pour Dungeon of the Mad Mage particulièrement, ce qui est vraiment cool, c'est comme c'est un scénario qui est publié et un scénario qu'on n'est pas les seuls à jouer, tu sais, je suis allé voir d'autres mondes jouer.
J'étais allé écouter d'autres YouTube, d'aller me chercher des idées de comment amener les éléments du donjon parce que d'autres maîtres de jeu l'ont présenté. Fait que un point positif pour les actual plays et les choses comme ça sur YouTube, c'est que ça m'a permis de c'est ça, d'aller me faire des idées de comment telle pièce peut vivre avec un groupe de joueurs, puis peut vivre avec comment un maître de jeu peut amener certains trucs, et aussi quoi ne pas faire aussi à travers ça. Fait que là, c'est avec un scénario qui est préétabli, on a cet avantage-là de pouvoir maintenant aller voir d'autres gens qui ont joué ce scénario-là, comment ils l'ont joué. Et dans un PBTA, où est-ce que tu joues pour voir est-ce que... Là, tu peux pas vraiment te fier aux parties ou actual play que tu vois sur Internet pour faire ça, mais est-ce que tu... c'est là que je retourne à ma liste d'impressions, comme je te disais. C'est là que je vais aller chercher, je vais aller en fait, beaucoup de ma prep, ça va être beaucoup de m'imprégner du style de jeu, du style d'aller lire des médias ou d'aller écouter de la musique, d'aller regarder des images qui vont me faire penser à ce style de médias-là. Un autre exemple de ça en PBTA où j'ai fait quand même pas mal de prep, c'était sur notre table ouverte de Urban Shadows, où je suis allé voir une carte on jouait à Prague, je suis allé m'informer sur Wikipédia sur Prague, aller voir une carte de Prague, trouver des endroits, trouver des images de Prague et de d'autres villes Eastern European qui pouvaient m'inspirer, puis de trouver aussi, ce qui est le fun avec Urban Shadows, c'est qu'il y a déjà des factions qui sont en place, qu'on connaît, qui sont déjà, il y a déjà des movers and shakers, puis le côté politique est déjà placé. Fait que là, tu peux dire, pour la faction du Wild, fait que pour les fées, mettons, j'anticipe qu'il y a telle chose qui pourrait arriver, telle situation qui pourrait arriver. Fait que je planifie juste des situations super vagues, genre un humain normal est retrouvé et qui s'est pitché en bas d'un pont, on apprend qu'il a été ensorcelé par une fée, mettons. J'ai pas les détails, là, je sais pas. Je sais même pas c'est qui la fée qui l'a ensorcelé, mettons. OK. Je fais juste me mettre comme des espèces de headlines de tabloïdes ou des idées de ce qui pourrait arriver. Puis, un des exemples concrets de Urban Shadows, puis qui était la scène principale, c'est un vampire est mort dans le parc parce qu'on avait un parc, on avait un loup-garou qui avait un parc qu'elle surveillait, puis tout ça. Puis la première affaire, c'était un vampire est mort dans le parc. Qu'est-ce qui se passe? D'autres personnages sont entremêlés avec ça, puis c'est le début d'un truc politique que je connaissais même pas. Le personnage principal des vampires, le chef des vampires, dont j'oublie le nom d'ailleurs, n'existait même pas à ce moment-là. J'avais même pas d'image pour ce personnage-là. Puis c'est juste en Je me souviens de ses yeux bleus perçants, mais son nom m'échappe aussi. C'est en improvisant. Puis là, c'est ça qui est important, c'est que pour cette prep-là, il faut que tu continues à la faire, cette prep-là. Fait que en improvisant, j'ai amené ça. Après ça, le devoir à faire après la première et la deuxième partie, c'est d'aller continuer à bâtir sur les éléments que tu as amenés en improvisation. Fait que c'est d'aller dire, okay, j'ai créé ce nouveau personnage-là, il faut que je prenne en conséquence. Je vais aller m'inspirer sur ce personnage-là. Qu'est-ce que ce personnage-là pourrait faire? Qu'est-ce que cette nouvelle ville que j'ai créée dans Dungeon World, on en a parlé, les joueurs m'ont pitché des affaires, j'ai pris quelques notes. Qu'est-ce qui se passe là? Comment on va bâtir ça? Puis c'est là qu'il y a un peu plus de travail, je trouve, en PBTA, surtout sur un PBTA à longue haleine. Il y a un petit peu de travail d'aller remettre un peu de viande sur l'os. Voilà. On a parlé beaucoup, me semble, de celle-là. Oui, mais maintenant, dans un one-shot d'un jeu, où est-ce que où est-ce qu'on est tous GM, est-ce que tu as une préparation particulière ou vraiment tu fais juste on verra? Ça dépend si je suis facilitateur ou pas. Si je suis facilitateur du jeu, mettons, je vais prendre le temps de comprendre le jeu, de le lire. Comme je l'ai fait avec For the Queen, mettons un exemple. On l'a fait, mais j'arrive avec aucune idée préconçue. Simplement que je m'attends à apprendre le jeu aux autres.
Donc, je vais peut-être être un peu plus en mode professeur, mais je me prépare pas particulièrement. Là. C'est des jeux que on peut sauter direct dedans. Puis je pense que c'est juste la seule préparation, c'est d'être sûr que en étant facilitateur, tu connais le jeu. Sinon, en étant joueur, ben, d'être présent puis d'être ouvert d'esprit à l'expérience. OK. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Oui. Numéro 38. Comment est-ce que tu fais pour créer ton personnage? C'est quoi ta façon de faire? C'est comme quand tu as un modelé un personnage, où vas-tu chercher? Bon, on a parlé des noms tantôt, mais tout le concept, son background, sa personnalité. On en a parlé dans une des premières questions. Souvent, je vais aller puiser dans mon passé. Des gens que j'ai croisés, des traits de caractère de certaines personnes que j'ai côtoyées. Souvent, les collègues de travail sont excellents. C'est une excellente source pour ce genre de trucs-là. Où les anciens, on les salue! Oui, salut les collègues de travail. Mais où tu sais, les anciens amis d'école, les amis d'école secondaire ou d'école primaire ou autre, dépendamment dans quel type de jeu tu joues. Mais ouais, d'aller chercher un trait de caractère où, tu sais, des fois, c'est même pas une personne qu'on connaît. Des fois, c'est genre croiser quelqu'un dans le métro ou dans un endroit public, puis tu fais comme, il y a comme quelque chose de weird. Puis ça l'allume une étincelle de quelque chose dans ta tête qui fait que, mais peut-être que ce serait intéressant de faire un personnage qui est comme ça la prochaine fois que je vais avoir à m'asseoir pour faire un personnage. Ou sinon, des fois, je me fais, en même temps, je joue beaucoup à des PBTA. Ce qui est le fun avec les PBTA, c'est que souvent, tu as un playbook qui va te dire comment créer ton personnage, qui va te forcer à faire des choix là, maintenant, right now, puis qui vont avoir des conséquences plus tard, mais fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ces choix-là de façon... Je prends pas trop de temps pour réfléchir, disons. Je choisis mes affaires, je pousse, puis je vois comment le personnage va vivre de façon organique, va se développer de façon organique avec les choix. Je me force dans des choix, en fait. Je vais avoir tendance à faire comme j'ai pas tendance à faire ça, ben je vais aller là, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis maintenant, dans un jeu beaucoup plus vinaigré, est-ce que tu as la même façon de créer un personnage? Ben, mettons que si on prend... Donjon Dragon, là. Donjon Dragon, historiquement, souvent, ce que je faisais, c'est que je brassais les dés. Puis je partais des... souvent, j'avais tendance à brasser, même quand ce n'était pas nécessaire de le faire, j'avais tendance à brasser 3d6 dans l'ordre, ou à la limite 4d6, débarrasse-toi du moins bon dans l'ordre, pour justement me forcer dans un archétype. Fait que tu sais, de dire, j'ai un personnage qui a 8 de force, je vais clairement pas faire un fighter, mettons. T'sais. Puis c'est que je laissais les stats parler du personnage puis faire découler le personnage. C'est très, très old school comme façon de faire ça. De se dire pourquoi j'ai 2 points de vie? Si tu passé quelque chose, je suis malade. Pourquoi j'ai 8 de constitution puis 2 points de vie? C'est-tu parce que mon personnage a fait de l'asthme puis il y a la peste noire, puis il est vraiment malade, fait que c'est pour ça qu'il y a full pas de constitution, ce genre de truc-là. Ou est-ce que, il est super pas fort, c'est parce qu'il est feluette ou c'est parce qu'il manque un bras, ou puis je bâtir un personnage à partir de là. Voilà. C'est parfait, ça. Hey, il ne reste plus beaucoup de questions. On arrive à l'avant-dernière. D'ailleurs, il va falloir que je remonte la feuille. Attends une minute. Oui. On va se remonter ça un peu. C'est Storytime, le numéro 39. Ouh! C'est de nous raconter, on parlait justement de personnages. Oui. Tu as sûrement des personnages qui ont été dans des campagnes beaucoup plus longues, pas seulement que des one-shots. Est-ce que tu as un personnage qui a parti de A puis qui s'est ramassé à, peut-être pas Z, mais qui a eu une évolution de personnage qui est vraiment comme ça, c'est quelque chose? On peut parler on en a parlé, mon personnage Minotaure Paladin. En fait, je jouais 2 personnages à ce moment-là. 2 Minotaures. Un qui est 2 frères. T'en jouais 2? Oui, on en jouait 2 en même temps. Ça, c'était quelque chose qui est très typique de mon expérience de jeune rôliste. On avait souvent des parties de 8-9 personnages où tout le monde jouait 2-3 personnages différents parce que au fil des temps,
Il y en avait un qui mourait dans la gang. Ben, il y en a qui mouraient ou il y avait des personnages qui étaient plus haut niveau. Puis là, on jouait avec d'autres mondes. Fait que là, on amenait des nouveaux personnages. Puis finalement, tous les personnages se retrouvaient ensemble autour du même château, dans le même party étendu, tu sais. Ouais, fait que je jouais 2 frères Minotaur. Un qui était vraiment un combattant, un sale guerrier, là, vraiment typique Minotaur, puis l'autre qui était peut-être un peu moins fort, puis qui était justement un peu plus feluette, puis qui fitait un peu moins dans la société Minotaur. Puis c'est très progressiste de ma part, je trouve, à cette époque-là, d'avoir pensé à ça. Mais ouais, qui était un personnage qui avait beaucoup d'ambition, mais qui était peut-être un peu ostracisé dans la société minotaurienne. Je pense que c'est ça, oui. Puis, dans le fond, qui avait fini par devenir le premier paladin Minotaur suite à un gros power creep de notre part. C'était quoi son nom à ce joyeux... Du nom de ce personnage-là? Je suis pas sûr, je m'en souviens plus pas en tout. C'était tellement pas important, Marc, son nom. Mais c'est pas grave. Non, mais tu sais, il y a d'autres personnages. Mais non, mais c'était pour l'immortaliser. Dans ce party-là, il y avait entre autres un personnage qui s'appelait Barb Wire, qui était une barde, je pense. Dans le temps du film avec Pamela Anderson. Ouais, c'est ça, j'étais pour dire, je suis surpris que c'était une barde. Ça date un peu, ça me date dans le temps. Ben écoute, comme je t'ai dit plus tôt, t'as la barre du savoir, hein? C'est pas pour rien. C'est ça. Ouais, sinon, je sais pas. C'est un des exemples qui me vient en tête, mais il y en a sûrement d'autres. Ça de penser sûrement dans les trucs de vampires. J'ai joué à Vampire quand j'étais aussi genre. Est-ce qu'il y a un de tes vampires qui a eu une. Je t'ai perdu, Marc. J'ai perdu la fin de ta phrase. Oh, désolé, je recommence ça. Est-ce qu'il y a eu un de tes personnages qui a eu une évolution mémorable? Un de tes vampires? Un des vampires que j'ai joué, j'essaie de penser, c'est ça. Je jouais énormément de. C'est quoi la Malkavienne à cette époque-là. Les Malkaviennes, oui. Ouais, fait que j'étais plus ou moins, je pense que je faisais plus je faisais énormément le pitre à cette époque-là. Ah oui? Ouais, okay. C'est la même époque où je jouais aussi des Kender à Dragonlance. Je sais pas si que tu connais le Kender de Dragonlance, mais qui est le personnage qui vole tout le temps, mais qui le fait de façon innocente sans vraiment savoir, parce qu'ils n'ont pas de notion de propriété. Donc, tout leur appartient. Puis ils sont ils volent tout le temps. Je sens du Baldo un petit peu. Oui, un petit peu. Baldo, il y a un petit peu d'inspiration, à moindre échelle, mais oui. Oh, oui. Mais ouais, ce genre de. Fait que oui, j'ai une période où j'étais plutôt cabotin. J'étais plutôt Boba Fett dans Tom et ses chums. OK. J'ai eu cette période dans ma vie dont je ne suis pas fier. On est au moment des confessions maintenant, mais ouais. Toi, t'as vu cette vidéo-là, puis t'as fait comme, tu sais, je me reconnais dans ce personnage. Je me suis vraiment senti mal après cette vidéo-là, pour vraiment. En fait, puis j'ai vraiment un peu de misère à ce que ça devienne comme un peu la façon. En fait, je me suis fait niaiser par cette vidéo-là par la suite. Ah ouais? En se faisant dire, c'est ça, tu joues à Donjon Dragon comme Tom et ses chums, c'est ça. Donc. Bon, ben écoute, oui.